Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours de... Très rapidement avant de commencer, on va faire un petit résumé de ce qui se passe actuellement en prémisse de la campagne présidentielle américaine pour les élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, puisque maintenant nous sommes à moins d'un an de l'échéance électorale. Du côté des démocrates, donc comme vous le savez, toujours Biden droit dans ses bottes de croire qu'il va pouvoir être réélu pour un second mandat, ce qui n'est pas faux si évidemment en face de lui on met Donald Trump. En effet, peut-être qu'il y a des chances que les Américains, comme vous autres les Français, vous baissiez votre froc pour vous faire bien profond une deuxième fois. Il y a quand même dans le Parti démocrate beaucoup de divergences, à tel point qu'on a quand même mis une option de mettre deux candidats dans une primaire, alors une pseudo-primaire, puisque là, très clairement, le Parti démocrate semble ne pas prendre fait et cause dans l'absolue nécessité de voir Biden concourir tout seul pour tenter de briguer un second mandat. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les interventions récentes de Biden, même quand il est bridé, même quand on lui écrit ses discours, même avec des prompteurs, aujourd'hui, parfois, tout d'un coup, il se met à dire n'importe quoi. Et il se trouve que le jour où il a dit qu'il briguait un second mandat, c'est un moment d'absence de lucidité. Trop tard, une fois que c'est dit, donc difficile pour le Parti démocrate de revenir derrière en disant non, mais en fait, il plaisante. Mais non, on ne peut pas. Puisque, je rappelle encore, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, si vous découvrez cette chaîne, le programme qui était prévu, c'était que Kamala Harris, lui, succède en 2024, puisqu'elle est vice-présidente. Sauf que malheureusement, avec le temps, pareil, Kamala Harris, elle n'a pas brillé dans sa capacité à être une femme politique d'envergure, surtout en plus avec des fois des discours ou des propos, on va dire, adressés à des gamins de 5 ans. Alors je sais que les Américains sont des grands enfants, mais quand même, ayons un tant soit peu de décence et d'honneur, d'avoir un discours adapté à de la politique, qui plus est de la politique d'un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Mais ça, apparemment, Kamala Harris, elle a oublié ce paramètre. Dans la mesure où, évidemment, dans l'état actuel, tout peut encore changer, comme je vous l'ai dit, il peut se passer quelque chose, puisque récemment, nous avons eu même Hillary Clinton qui s'est proposée éventuellement d'aller dans la campagne si tant est qu'il arrive quelque chose qui puisse être un empêchement pour Joe Biden. Est-ce que c'est pas une façon de préparer les esprits à ce qui pourrait éventuellement arriver à Joe? Soit. Côté républicain, alors là par contre ça se bouscule un peu plus. Même si malheureusement, maintenant, depuis quelques mois, force est de constater qu'aucun des candidats ou des prétendants n'ont réussi à ne serait-ce que faire peur dans les sondages à Donald Trump. Parce que Donald Trump, vous le savez, il est en plein démêlé avec la justice sur plusieurs procès. Des procès d'ailleurs qui traînent énormément la patte parce que, comme je vous l'avais dit, finalement, on a déposé des arguments de plainte contre lui, mais finalement, les dossiers sont un petit peu vides. C'est-à-dire que c'est plus des plaintes déposées sur des convictions plutôt que sur des faits. On a parlé souvent de DeSantis, le gouverneur de Floride, sauf que malheureusement, DeSantis n'arrive pas à monter suffisamment pour menacer Donald Trump. Et il y a ce candidat aussi dont je vous avais parlé, qui est toujours en lice, dont le nom, je l'avais sur le bout de la langue il y a 2 minutes, mais il vient encore de m'échapper, qui est Ramaswamy,
Ramaswamy, je ne sais plus, mais qui lui, dans son comportement, dans ses propos, etc., je pense ne pas me tromper, le mec qui cherche à cirer les pompes de Trump pour éventuellement être nommé vice-président dans le cas de la primaire. Si Donald Trump remporte la primaire, eh bien le petit bonhomme, il se met en bonne position pour être le vice-président. Mike Pence, finalement, il a compris que c'était ridicule, donc lui, il s'est retiré finalement. Et puis, il nous reste 3 autres candidats qui sont des candidats de ce qu'on appelle les partis hors bipartisme. Donc, c'est ce qu'on appelle des indépendants. Et dans ces indépendants, eh bien, vous avez évidemment Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. qui attise les convoitises, qui attise les sujets auprès des Américains. J'ai envie de dire, Kennedy, peut-être qu'il pourrait être une alternative à Trump dans la façon de bousculer un petit peu les conventions, de bousculer un petit peu la stature politiquement correcte du paysage politique américain. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des États-Unis un candidat indépendant réussir à concourir au même niveau que les 2 têtes de liste des 2 partis républicains et démocrates. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait une première si Kennedy réussissait à passer le cap pour pouvoir prétendre concourir à l'élection en tant qu'indépendant. Il faut savoir que le dernier ou la dernière qui avait touché du doigt cette possibilité il y a quelques années maintenant, je crois d'ailleurs que c'était, je ne sais plus si c'était sur la réélection, je crois que c'est la réélection de Barack Obama, c'était Elizabeth Warren. Elizabeth Warren qui était candidate indépendante, on l'avait quittée plutôt candidate verte, écologiste, et qui avait réussi à tenir bon pendant toute la campagne présidentielle, mais qui à un moment donné s'est rendu compte qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir concourir contre à la fois d'un côté les républicains et de l'autre côté les démocrates. Certains diront qu'elle aurait peut-être subi des pressions pour l'empêcher, je dirais, éventuellement de puiser dans l'électorat démocrate et peut-être nuire à une possible réélection de Barack Obama. Enfin voilà pour la petite histoire. Donc les personnalités aujourd'hui qui ressortent le plus en ce qui concerne donc l'élection présidentielle de l'année prochaine, donc évidemment vent debout et contre tout le monde, Donald Trump, qui dans les sondages, après les sondages ils sont ce qu'ils sont, mais même les sondages pourtant qui sont faits par des organismes très profondément progressistes, ils sont en train de pleurer parce que Trump ne perd quasiment que très peu de voix, que très peu d'intentions de vote. Il reste à entre 50 et 60% de notoriété. Donc évidemment, il est largement devant Joe Biden, et je crois que DeSantis atteint même pas les 20%. Donc c'est pour vous dire, quand je vous dis qu'il y a vraiment encore un gros écart entre DeSantis et Trump, alors à moins qu'il se passe quelque chose qui ait en effet un empêchement que Trump puisse être candidat, là dans ce cas-là, en effet, c'est peut-être certainement DeSantis qui pourrait récupérer, pas sûr. Donc Trump, DeSantis, Kennedy, qui sont à mon avis les personnalités qu'il faut observer, qu'il faut regarder dans les mois à venir, comment ça va évoluer. Et puis Biden, on va voir. Hein. On va y arriver, ouais, quand même. Bordel de cul la merde. C'est vrai quoi. Revenons donc maintenant à l'essence même de cette vidéo. Bon, ça va être un peu rapide, mais je
je pense que ça vaut le coup quand même de remettre les pendules à l'heure sur le sujet. On l'a vu, hein, l'Ukraine a disparu des médias. Zelensky est en train de pleurer dans son côté parce que évidemment les Occidentaux commencent à se détourner un petit peu de lui. Bon, il y a des contrats, des accords qui ont été signés pour l'aider jusqu'en 2025, donc le gars il va toucher ses bonus. Mais il admet que le Proche-Orient l'a complètement occulté dans les médias. Ce qui est encore plus vrai dans le sens où aujourd'hui on arrive aux portes de l'hiver et que toute cette année on nous a chanté la grande offensive et puis finalement, pareil, hein, tous les chars, les léopards, les Abrams américains, etc., qui étaient censés permettre de reconquérir. Hein, on a l'impression que les chars, en fait, soit ils ont été détruits, soit il y en a quelques-uns qui ont été sortis, mais les restes, on les a stockés dans un coin parce qu'on sait que... c'est indémerdable. C'est indémerdable. C'est comme la guerre de 14-18. C'est-à-dire que ce que je vous avais dit depuis le début de l'année, c'est-à-dire que Poutine va fixer le conflit, il a eu raison de le fixer. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'ils font des offensives, ils se pètent le nez. Donc, et le Proche-Orient, j'ai envie de dire aujourd'hui, il est très clair que l'histoire retiendra une chose. C'est que le génocide, parce que là, je pense qu'on peut parler d'un génocide palestinien, les fameuses puissances occidentales, la fameuse communauté internationale qui se résume à 28 pays, eh bien, on le sent aujourd'hui des Palestiniens sur les mains. Beaucoup de gens aujourd'hui manifestent pour la Palestine, pour sauver le peuple palestinien. Beaucoup s'évertuent à faire passer des manifestations pro-palestiniennes pour des manifestations pro-Hamas, pour des manifestations pro-islam radical, pour des manifestations pro-terroristes. Alors qu'il y ait des récupérations, qu'il y ait des infiltrations, etc., oui, certainement qu'il y en a. Mais je pense que la grande majorité des gens aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou en Europe d'une manière générale, qui manifestent pour un cessez-le-feu, le font de façon humaniste. Et à la rigueur, on ne peut pas les blâmer au vu de la circonstance où très clairement aujourd'hui, c'est un massacre. Le peuple palestinien, comme je vous l'avais dit, pourrait fuir afin d'éviter que les membres du Hamas se planquent derrière eux finalement. Parce que c'est ça le problème, c'est que le Hamas se sert des civils comme bouclier humain. Sauf qu'en face, on n'a pas affaire à un pays comme les États-Unis ou la France ou l'Union européenne, etc., qui hésitent à tirer dans le tas parce qu'ils savent que ça va faire des milliers de civils, des milliers de morts chez les civils. Sauf que là, Israël, eux, ils en ont rien à foutre. Ils tapent. Et du coup, le résultat est là. C'est des femmes, c'est des enfants, c'est des vidéos qui circulent sur Internet. Moi, je peux vous dire, j'en ai vu quelques-unes. Faut être très accroché parce que je crois il y a 2 jours, j'ai vu une vidéo d'un gamin. Le gamin, je dis gamin, mais ça ressemble plus à grand chose. C'est de la charpie en fait. C'est un corps complètement disloqué, dont il manque des morceaux, complètement desséché parce que, évidemment, avec la poussière, etc. Enfin, c'est l'horreur. C'est l'horreur de quelque chose que... Vous imaginez que si la Russie faisait ça à grande échelle sur l'Ukraine... Non, mais attendez, ceux qui me disent oui, mais c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'ils font les Russes. Non. Les Russes, ils font exactement la même chose que les Ukrainiens. C'est une guerre, voilà, avec toute l'horreur que ça implique. D'accord ? Sauf que là, je pense qu'à mon avis, les Israéliens, ils ont dépassé le game. D'accord ?
du simple conflit, là c'est du massacre, c'est du tir au pigeon. D'accord ? Sauf que, tous ces gens qui manifestent aujourd'hui, qui réclament un cessez-le-feu, etc. Alors déjà, il y a un problème parce que, vu le nombre aujourd'hui de gens qui manifestent à travers le monde, que font les autorités ? Que font les gouvernements ? Que font les dirigeants ? Eh bien, on se rend compte que tout d'un coup, les dirigeants, ils sont pieds et poings liés. On a l'impression que les dirigeants aujourd'hui, communauté internationale, je vous parle des 28 pays, c'est-à-dire France, tous les pays de l'Union européenne, Australie, États-Unis, Canada, etc. On a l'impression qu'ils n'osent pas trop taper sur Israël. Et tous ces gens-là, je me pose la question, c'est comment aujourd'hui ils ne se rendent pas compte de la réalité. Une réalité que j'ai envie de dire, est-ce que tous ces gens, tous ces politiciens, tous ces dirigeants aujourd'hui ne sont pas tenus par la peau des couilles ? J'ai envie de dire à tous ces gens, j'ai dit mais attendez, c'est pas nouveau. Quand il y a eu les intifadas, quand il y a eu les colons qui ont commencé à envahir, et même encore aujourd'hui, Cisjordanie, c'est en train de se développer un peu partout. Vous avez des colons israéliens qui sont en train de piquer les baraques, les terrains, les maisons, les propriétés des Palestiniens. Comment tous ces gens, depuis ces années que ça existe, se sont jamais posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi les Américains ne réagissent pas ? Pourquoi les Américains sont vent debout derrière l'État d'Israël ? Après, on te joue à la sémantique, oui, parce que de toute façon, les Palestiniens, c'est les musulmans, c'est l'islam c'est le terrorisme, c'est Al-Qaïda, c'est le 11 septembre, blablabla, etc. Oui, sauf que depuis le temps que les Palestiniens ils s'en prennent plein la gueule et que ça ne fait pas forcément réagir les frères musulmans dans le sens général, je veux dire, les pays du Golfe, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., ils ont été quand même beaucoup plus actifs sur la guerre en Syrie que pour sauver leurs frères palestiniens. Non ? Mais, alors, comme je vous l'avais dit, surtout aux États-Unis, par exemple, Biden, il sait que si il dit un mot de travers, le Mossad a des dossiers sur lui, sur son fils, et que demain, son espoir de vouloir se faire réélire pourrait très rapidement être ruiné, voire même le Mossad pourrait très bien balancer des informations qui le pousseraient à démissionner. Je vais dire, ça arrangerait peut-être les affaires des démocrates. Mais derrière, il y a autre chose. Je vous en ai déjà parlé, mais encore une fois, ceux qui découvrent cette chaîne, je vais vous tenir au parfum. Il faut savoir qu'au large de la bande de Gaza, des côtes israéliennes, des côtes libanaises et des côtes syriennes, il y a toute une grande zone. On appelle la zone de Léviathan, où en 2010, des études ont découvert, devinez quoi ? Oui. Devinez également les conflits qui sont arrivés, que ce soit en Syrie, que ce soit la catastrophe de l'explosion du Liban, la fameuse explosion à Beyrouth. Et aujourd'hui, la bande de Gaza. Il faut savoir que sur l'ensemble de la côte, donc partant de la Syrie, Liban, Israël et bande de Gaza, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un port pour faire tourner l'économie locale, c'est le port d'Haïfa. Tous les autres ports, celui qui se trouvait dans la bande de Gaza, celui qui se trouvait au Liban, celui qui se trouvait en Syrie, sont aujourd'hui inutilisables. Vous voulez une autre info ?
Regardez cette carte. Vous savez ce que c'est? C'est un projet. C'est un projet de voie de communication commerciale entre l'Inde et par la suite tous les pays européens par l'intermédiaire de la Grèce. Cette voie de communication, c'est celle qui fait partie des projets qui veulent faire concurrence au grand projet du rétablissement d'une fameuse route qu'on appelle la route de la soie, c'est-à-dire cette fameuse voie de communication que les Chinois ont l'intention de développer entre eux et l'Europe. Ce qui, évidemment, porterait un coup fatal à toute l'économie dépendante de toutes les voies de communication dont la plupart des sociétés sont occidentales, dont la plupart des investisseurs, des profitabilités sont occidentales financièrement parlant. Et là, vous allez me dire, non. Mais si. La prochaine fois que vous entendrez Macron parler de la bande de Gaza, la prochaine fois que vous entendrez Biden parler d'Israël, la prochaine fois que vous entendrez Trudeau ou même von der Leyen de l'Union européenne s'apitoyer sur le sort des Gazaouites, réfléchissez que ces gens-là sont en train en réalité de se foutre littéralement de votre gueule. Parce qu'en réalité, tout ceci fait partie d'un projet très simple, c'est de liquider, comme je vous l'avais dit, la bande de Gaza, et force est de constater qu'aujourd'hui c'est bien ce qui est en train de se passer, avec en plus, en prime, un génocide que Israël est en train de faire, puisqu'elle sait que de toute façon, aucun pays de la communauté internationale ne bougera. Que les pays arabes aujourd'hui, leur immobilisme est à l'image en réalité de leur incapacité, tant sur le plan militaire que sur le plan économique, à vouloir s'opposer aujourd'hui au monde occidental. Parce que même l'allié russe ou l'allié chinois n'a pas d'intérêt à appuyer sur le bouton rouge. Donc aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça, mais ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, c'est tout simplement l'application la plus effroyable, la plus cruelle, la plus brutale, la plus inhumaine de ce principe de la loi du plus fort. Et la loi du plus fort aujourd'hui, elle se trouve à Tel Aviv. La loi du plus fort aujourd'hui, elle se trouve entre les mains de Netanyahou. Alors vous allez me dire, mais Netanyahou aujourd'hui, il est détesté par beaucoup de juifs. Ouais. Mais le peuple juif, ne serait-il pas aujourd'hui à la même image que le peuple français, c'est-à-dire petit à petit, aveuglé, abruti, infantilisé, ne se rend même plus compte aujourd'hui qu'il est en train tout simplement de perdre sa liberté, de perdre sa souveraineté. Alors les gens peuvent manifester à Paris de façon légitime pour arrêter un massacre. Vu que les autorités françaises ne bougent pas, la France, pays des Lumières, pays des droits de l'homme, ne lève même pas le petit doigt pour le peuple palestinien. Donc, aujourd'hui, quand on disait, des gens comme Dieudonné, Soral, Rissen, Le Guen, aujourd'hui, c'est des gens qui ont eu des démêlés avec la justice, dont même un aujourd'hui s'est exilé au Japon. Même Soral, je crois, maintenant, il est exilé en Suisse. Enfin, il n'a pas gagné grand-chose puisqu'il a été condamné en Suisse pour des propos contre une journaliste. Quand on revoit, réécoute, relit certaines choses qu'ils ont pu dire par le passé ces 20 dernières années, force est de constater qu'il y a quand même quelques éléments aujourd'hui où on comprend pourquoi on s'est évertué à les faire passer pour des antisémites. Parce que finalement, parce qu'ils étaient en train de nous alerter, de nous prévenir,
par différentes narrations, par différentes méthodes. Et bien aujourd'hui, vous en avez la réalité, le factuel devant les yeux. Et non seulement vous en avez la réalité et le factuel, mais en plus de ça, vous vous rendez compte de l'impuissance même de ce que vous considérez ou ce qu'on a toujours considéré comme étant la vertu de l'Occident, de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés, etc. Et bien là, le jour où on a un peuple qui est en train de se faire massacrer, qui est victime parce qu'instrumentalisé par le Hamas, mais qui ne peut même pas se défendre, que retiendront les historiens de cette histoire? D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.